Merci à vous que nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de ce journal. Au Mali, la mission militaire de l'Union européenne bientôt sur pied. Plus de 2500 soldats maliens vont être formés à partir du 2 avril prochain pour une durée de 15 mois. Confirmation du commandant de cette formation, vous l'entendrez dans ce journal. Troisième jour d'audience dans l'affaire Pistorius. Ses avocats tentent d'obtenir sa libération sous caution avant la tenue du procès dans plusieurs mois. Un nouveau rebondissement, le chef des enquêteurs de la police est sur la sellette. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Au Mali, la mission militaire de l'Union européenne bientôt sur pied, à 1 mois et demi après le début de l'intervention française. Plus de 2500 soldats maliens vont être formés à partir du 2 avril pour une durée initiale de 15 mois. Le commandant de cette formation, le général français François Lecointre, l'a confirmé hier à Bamako. On l'écoute. Je trouve l'armée malienne lucide, très courageuse, très déterminée à se reconstruire et une armée malienne très appauvrie et très déstructurée. Je pense qu'aujourd'hui, l'armée malienne est une armée appauvrie qui a connu l'épreuve de la réalité, qui est passée très près de la catastrophe et avec elle la totalité du Mali et de l'État malien et qui est prête à se reconstruire pour peu qu'on lui apporte de l'aide et pour peu que l'État malien fasse de la reconstruction de cette armée une de ses priorités. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des tirs à l'arme lourde seraient entendus dans la ville de Gao. Justement, pour en parler, nous sommes en ligne de Gao avec notre correspondant permanent dans la région. Bonjour Seydou Maïga. Bonjour Djibrila. Des islamistes se seraient infiltrés cette nuit dans la ville de Gao, d'où des échanges de tirs. Pouvez-vous nous confirmer, pouvez-vous nous dire quelle est la situation actuelle à Gao, Seydou? Justement, les islamistes ne semblent pas tourner la veste. Ils continuent encore de poursuivre la djihad. Hier, vers les environs de 23 heures, des coups de feu ont été entendus dans la ville. Effectivement, des djihadistes infiltrés dans la ville, mais pour l'instant, nous ignorons les circonstances dans lesquelles ils ont pu accéder à la ville. Néanmoins, nous sommes en train d'assister à des véritables échanges de tirs entre djihadistes qui ont pris position dans le palais de justice de Gao, puis à l'Assemblée ainsi que la mairie de Gao. La situation semble être maîtrisée par les forces présentes à Gao. Voilà pour l'instant ce que nous pouvons retracer. Mais dans les heures à venir, nous essayons d'apporter des éclaircissements par rapport à cet affrontement. Plus de précisions dans les heures à venir, Seydou Maïga. Seydou Maïga est en direct de Gao. Merci Seydou pour ce témoignage. À moi de vous remercier, Djibrila. Suite au rapt des 7 Français dans le nord du Cameroun, Paris affirme tout mettre en œuvre pour obtenir leur libération et a dépêché sur place des forces françaises. Selon les derniers éléments, les otages se trouveraient au Nigeria. Tanguy Moulin-Fournier, ici en photo, sa femme Alban et leurs 4 fils, ainsi que Cyril Moulin-Fournier, le frère de Tanguy, sont toujours introuvables ce soir. Selon le gouvernement camerounais, les otages seraient actuellement au Nigeria. Capturés hier matin le long de la frontière, leurs ravisseurs n'auraient eu que quelques kilomètres à faire pour les emmener sur ce territoire. Des mesures d'urgence ont aussitôt été prises pour se lancer à leur recherche. Les autorités camerounaises évoquent ce soir la présence sur place des forces spéciales françaises venues du Tchad. Une information que refusent de confirmer les militaires français. À Yaoundé, Tanguy Moulin-Fournier travaillait pour le groupe GDF Suez. La nouvelle de l'enlèvement de cette famille avec 4 enfants a vite fait le tour de la ville et profondément choqué la communauté française sur place. Des enfants aux mains de ravisseurs, ça fait tout de suite extrêmement peur et ça provoque, je le répète aussi, une très forte émotion. On en sait désormais un peu plus sur le rapt de la famille. C'est après avoir visité ce parc animalier célèbre au Cameroun que la famille a croisé le chemin de ses ravisseurs. Alors que leur voiture roulait sur une route nationale, 4 motos enfourchées par 8 hommes armés les encerclent.
L'un des hommes descend de son véhicule et monte dans la voiture où se trouve la famille. Le convoi prend alors la route du Nigeria. Face à cette attaque, le gouvernement français affiche sa fermeté. Il faut faire le maximum pour libérer nos otages, mais rien ne serait pire que de céder. Il faut que l'ensemble des pays qui, comme nous, croient à la liberté, se réunissent pour lutter contre ces groupes terroristes. Ce soir en France, près de Lyon, où vivent les grands-parents maternels, une messe a été célébrée pour la famille. La grand-mère des enfants racontait hier soir sa très grande émotion. C'est complètement cruel, quoi. Toutes les familles d'otages sont comme ça. Nous, on voyait ça de loin avant. Maintenant, on est dedans. Bon, on est forcément inquiet. On ne peut pas imaginer sa fille et ses petits-enfants aux mains de terroristes sans s'inquiéter. L'enlèvement des 7 Français n'est pour l'heure pas encore revendiqué. Sur un tout autre registre à suivre aujourd'hui, la 3e journée à La Haye, aux Pays-Bas, de l'audience du président ivoirien Laurent Gbagbo. Il est soupçonné de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Cette audience, prévue sur 8 jours, doit permettre de décider si les éléments de preuve sont assez solides pour permettre la tenue du procès. D'un procès à un autre, le drame du champion handisport Oscar Pistorius, soupçonné du meurtre par balle de sa compagne Riva Steenkamp le jour de la Saint-Valentin, connaît un nouveau rebondissement. La police de Pretoria a révélé ce jeudi que l'enquêteur principal de la police est lui-même accusé de 7 tentatives de meurtre. Le commentaire est signé Aminata Mariko. La crédibilité du principal enquêteur s'amenuise. Hilton Botha, en charge des investigations policières depuis la nuit du drame le 14 février, est lui-même accusé de cette tentative de meurtre. Il aurait tiré sur un taxi afin de tenter de l'arrêter en 2009. Ce rebondissement représente du pain béni pour la défense. Les avocats du champion handisport doivent en effet plaider ce jeudi pour demander la libération sous caution de leur client. Nul doute que le passé du policier dont le témoignage avait été accablant pour Pistorius sera passé au crible. Mais la Dream Team du sportif sud-africain a plus d'un argument. À l'audience de ce jeudi, le conseil d'Oscar Pistorius Baribru va s'atteler à pointer plusieurs erreurs commises par les enquêteurs. La tâche promet donc d'être plus simple que prévu, étant donné les révélations sur l'enquêteur principal. Au domicile du sportif, a d'ores et déjà souligné le conseil, le policier n'aurait pas chaussé de pâté. Il n'aurait pas non plus été capable de voir qu'une balle était tombée dans le lavabo. L'avocat du sportif devrait également exploiter le rapport d'autopsie de la victime. L'expertise n'a en effet révélé aucune trace de violence physique sur le corps de Riva Steenkamp. Avec la plaidoirie de la défense et les réquisitoires de l'accusation, le juge pourrait dire vendredi s'il remet Oscar Pistorius en liberté sous caution ou non en attendant le procès. Nous poursuivons avec l'actualité. En Tunisie, les tractations pour désigner un nouveau Premier ministre se poursuivent. Hier, le chef du parti au pouvoir, Ennahda, dit vouloir trouver une solution d'ici à la fin de la semaine. La présidence, dit-elle, espérait qu'un nom serait connu dès aujourd'hui. Malgré les sourires et l'ambiance visiblement détendue, les premières consultations entre le président tunisien et le chef du parti majoritaire Ennahda n'ont pas porté leurs fruits. Pas de nom de Premier ministre donc pour le moment, mais un objectif. Aujourd'hui, le pays a besoin d'un gouvernement consensuel auquel tous les partis doivent participer. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que ce gouvernement doit être formé d'ici une semaine. Pour le président, la balle est dans le camp du parti Ennahda. Fort de ses 89 députés, c'est à lui de donner le nom du futur Premier ministre. Le porte-parole du chef de l'État regrette que ce ne soit pas encore le cas. Pour l'instant, rien n'est clair dans la majorité parlementaire pour savoir qui formera le prochain gouvernement. Pourtant, de plus en plus, le nom d'Hamadi Djebali lui-même est évoqué. Dans son entourage, on dit son retour possible et même dans l'opposition, le Premier ministre démissionnaire compte des partisans qui voient en lui un pragmatique. Exemple, le parti Al-Jomouri. Sa secrétaire générale dit être prêt à participer au prochain gouvernement. Elle s'impatiente. Il faut accélérer le processus pour faire sortir le pays du brouillard. Hamadi Djebali, en démissionnant, s'est dit prêt à reprendre du service à 2 conditions. La formation d'un gouvernement à l'abri des tiraillements politiques et l'organisation dans les plus brefs délais de nouvelles élections.
Actualité en Côte d'Ivoire. Avant de refermer cette édition, le secrétaire exécutif de l'Agence intergouvernementale panafricaine Eau et assainissement pour l'Afrique en visite en Côte d'Ivoire a rencontré les hautes autorités du pays. Un accord a été signé dans le cadre de la 3e édition du Forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement. Cet accord entre le secrétaire exécutif de l'Agence intergouvernementale panafricaine Eau et assainissement pour l'Afrique, EAA, et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, confère à la Côte d'Ivoire le statut de pays organisateur du 3e forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique. Le secrétaire exécutif de l'EAA, Idriss Doucouré, annonce que la rencontre pourrait se tenir en novembre 2013. Au centre des échanges, la délicate question de l'eau potable en Afrique. Aujourd'hui, plus de 300 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à de l'eau potable. 2000 enfants africains de moins de 5 ans décèdent en raison de l'inaccessibilité à l'eau potable et à un assainissement décent et adéquat. La tenue du 3e forum de haut niveau en Côte d'Ivoire, une opportunité pour le pays organisateur. Ce sera l'occasion pour que également le pays organise une table ronde autour de son programme où l'ensemble des bailleurs et des partenaires seront là pour pouvoir également discuter sur les mécanismes de financement, du plan d'action et des priorités du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Créée en 1988, l'Agence intergouvernementale panafricaine Eau et assainissement pour l'Afrique revendique 32 pays d'Afrique du centre et de l'Ouest avec pour siège Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Un clin d'œil à nos téléspectateurs du Burkina Faso. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes.